Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu et bienvenue à notre 14e épisode. Aujourd'hui, on accueille Kelly Cavaro, la plus québécoise des Italiennes. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Donc comme toutes les jeunes québécoises, Kelly a dû quitter son pays pour poursuivre son rêve de devenir joueuse de football professionnel. Après avoir connu la NCAA et un passage compliqué en Israël où elle a notamment connu la guerre, elle évolue aujourd'hui en Calcio Femminile, le plus haut niveau de son pays d'origine, l'Italie. Elle revient avec nous sur son parcours et sur ses objectifs futurs, le tout avec le sourire. On est back. Bienvenue au cœur du jeu. Kelly Cavaro, bienvenue au cœur du jeu. Merci de m'avoir invité. Est-ce que ça fait plaisir? Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire qui t'es, ce que tu fais dans la vie et puis voilà. Oui, moi, je suis Kelly Cavaro. Je viens du Canada, à Québec, au Québec, pardon. Puis en ce moment, je joue à Naples en Division 1 en Italie, professionnellement. C'est ça. OK. Si on commence au début de ton parcours, on commence, donc tu as fait le CNHP, jeune joueuse québécoise au CNHP. Tu joues quel poste? Moi, je sais, mais je fais comme si je ne savais pas pour les auditeurs. Moi, je suis gardienne de but. D'accord. Donc, jeune gardienne québécoise, tu quittes le CNHP à quel âge? Tu termines le CNHP à quel âge? En secondaire 5, donc j'avais 16 ans. Techniquement, j'étais censée terminer, mais vu que je voulais continuer à jouer, j'ai fait un autre an pendant que j'allais au cégep. J'avais fait mes cours le matin, puis l'après-midi, j'allais m'entraîner au CNHP. Fait que je dirais comme 17-18 ans, j'ai fini le CNHP. OK. À ce moment-là, parce que je pense que tu fais partie de la génération… Tu es une 96? Oui, exact. OK. Je pense que ça se trouve, les trois joueuses que j'ai eues dans le podcast jusqu'à là, je pense que c'est les 96. Et tu fais partie de cette génération où il n'y avait pas il n'y avait pas un chemin clair pour les jeunes joueuses québécoises qui voulaient faire de ça leur métier. Exact. Qu'est-ce que tu te voyais faire? Quels objectifs tu avais à ce moment-là? Et après ces objectifs-là, qu'est-ce que tu as fait en fait? Oui. Moi, vers la fin du CNHP, je savais que je voulais continuer à jouer. J'avais toujours voulu aller aux États-Unis jouer dans la NCAA. Quand que j'étais au CNHP, justement, maintenant, la Ligue universitaire au Canada, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de filles vraiment talentueuses qui restent au Canada, qui restent au Québec pour jouer. Les équipes sont vraiment plus fortes. Mais moi, quand que je recherchais où je voulais jouer, je trouvais qu'il manquait encore, on dirait que les meilleurs, ils partaient, mais c'était comme tu dis, il n'y avait pas de cheminement vraiment de fait. Puis aussi, c'était quelque chose de différent, quelque chose de wow, tu pars, tu t'en vas aux États-Unis, tu t'en vas jouer dans la NCAA, c'est différent. J'ai toujours voulu aller dans la NCAA, mais c'était difficile parce que en fait, il n'y avait vraiment pas personne pour m'aider. Je ne savais pas comment faire. Mes parents n'avaient aucune idée quoi faire. J'avais des amis que leurs parents avaient contacté des équipes, des coachs et tout. Moi, mes parents, ils ne savaient rien. Ils étaient comme, si tu veux aller, on ne peut pas t'aider, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Bon, trouve une équipe au Canada, ça, c'est plus proche. Fait que j'avais commencé à envoyer des emails à des écoles. J'avais été sur la liste de 365 équipes de la NCAA Division 1. Puis j'avais commencé à envoyer des emails, puis des emails. Je pense que j'ai envoyé au-dessus de 500 emails, honnêtement. Puis on m'avait dit, j'avais des amis du CNHP, on va dire, je ne sais pas, Amandine ou d'autres filles du Québec, qu'eux, il y avait des bourses parce qu'ils avaient joué avec l'équipe nationale, il y avait eu plus de visibilité. Il m'avait dit, continue à envoyer des emails. Puis j'avais eu, je ne me rappelle pas qui m'avait dit, mais quelqu'un m'avait dit, il faut que tu sois fatigante. OK, ouais. Une équipe, si tu veux vraiment y aller, envoie plusieurs emails. Puis là, ils vont dire, bien, fatigante, elle m'envoie plein d'emails. Je vais la regarder, je vais voir qu'est-ce qu'elle m'envoie. Puis ça m'avait un peu resté dans la tête. Puis j'avais commencé à regarder plus sérieusement les écoles où je voulais aller, les équipes où je voulais aller. Puis c'est là que j'avais vraiment commencé à réduire la liste, puis à envoyer plusieurs emails, puis à essayer de rejoindre. À être fatigant. Exact. OK. Et est-ce que ça fonctionne? Oh, ça a été compliqué. En fait, surtout pour un poste de gardienne de but, c'est difficile parce que
tu sais, comment ça fonctionne dans la NCAA, c'est que souvent, les équipes, ils ont recruté leurs joueuses des États-Unis à 14-15 ans, vraiment quand ils sont jeunes. OK. Fait que moi, beaucoup des écoles que j'écrivais, ils me disaient, on a déjà nos gardiens, on n'a plus d'argent. Ça, c'était une autre chose pour moi. Mes parents n'avaient comme pas les moyens, disons, de me payer une école aux États-Unis, c'est tellement cher. Ouais. Fait qu'il fallait vraiment que j'aille une bourse complète. Puis quand j'écrivais, tu sais, j'avais déjà 16-17 ans, c'était un peu tard dans le procès techniquement pour les Américains. Fait qu'ils me disaient souvent, on a déjà tous nos gardiens, on a 4 gardiens, on n'a plus d'argent, excusez, ça ne va pas fonctionner. Non, j'avais commencé à parler au coach de gardien de but à Florida State, puis on communiquait, on se parlait et tout, puis il m'avait dit, écoute, on a un camp de 2 semaines, c'était pendant l'été, puis il m'avait dit, on est intéressé, mais on veut te voir. OK. Parce que, en fait, moi, ce qui arrivait, vu que j'étais quand même un peu plus vieille, c'était comme, il fallait que ça se passe rapidement, tu sais, il me fallait quasiment une bourse pour l'année qui s'en venait, fait qu'il fallait que ça bouge vite. Fait que j'en avais parlé à mes parents, puis mes parents avaient dit, regarde, c'est ça que tu veux faire, on va t'envoyer en Floride, on va voir ce que ça donne, puis si ça ne marche pas, ben regarde, au moins tu auras essayé, puis on ne pourra pas dire qu'on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas supporté. Je suis allée, je suis tombée en amour avec l'école, amour avec le campus, l'équipe, tout. Je voulais vraiment, vraiment aller là. La conversation, c'était bien, on se parlait, tout, eux, ils étaient intéressés, moi, j'étais intéressée, on commençait à parler plus de scholarship, comment ça allait fonctionner, puis, et tout ça. Je suis revenue au Canada, puis c'était la Coupe Saputo pour aller au championnat canadien avec mon équipe de club qui était à Lakeshore. Puis c'est là que je me suis blessée. En fait, j'ai déchiré mes ligaments dans mon genou, vraiment comme éclaté le genou. Tu t'es fait les croisés? Ligaments croisés? Ouais. J'ai fait croisés, ménisques, puis c'était vraiment comme une chirurgie compliquée, puis vraiment éclaté le genou, comme bien fait. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis quand même, tu sais, je suis jeune, j'ai 17 ans. La majorité du monde qui se blesse, c'est un croisé, c'est souvent plus tard. Je connaissais personne qui s'était blessé au croisé. J'étais vraiment la seule. En fait, il y avait juste une autre au CNHP qui s'était blessée au croisé, mais tu sais, on était plus vieille, je la connaissais pas bien. Puis c'était vraiment juste de devoir recommencer le procès au complet de réécrire des écoles. Puis là, comment tu fais pour écrire à une école puis trouver une bourse quand tu leur dis, ben ça fait 1 an que je n'ai pas joué? Ben, c'est une bonne question. Est-ce que tu peux y répondre? Ouais. En fait, moi, je me suis dit, je vais juste continuer à envoyer des emails. Puis c'est ça que je disais pour un poste de gardien de but, c'est tout le timing. J'avais écrit à Colgate, où finalement je suis allée. Puis je me rappelle un matin, je leur avais déjà écrit 2 fois, ils ne m'avaient pas répondu. Puis un matin, j'étais arrivée plus tôt au cégep, puis j'avais dit je veux envoyer d'autres emails, puis je leur ai envoyé un autre email à l'assistant coach cette fois-ci, pas au head coach. Puis en dedans de 10 minutes, il m'avait écrit. Il m'avait dit, écoute, notre gardienne partante, elle vient d'avoir une autre commotion, elle est finie, elle ne peut plus jouer, il nous faut une gardienne de but l'année qui s'en vient. Puis en dedans ça avait vraiment été rapidement, j'avais appelé mon père, j'avais dit, let's go, on s'en va à New York. Non, là, c'est ça, je l'avais appelé, puis il avait dit, ben regarde, essaie de voir qu'est-ce qu'ils veulent. On s'était parlé au téléphone, il avait dit, viens sur une visite. Puis après ça, comme c'était tout allé vraiment rapidement. OK. Donc, tu finis par aller à Colgate en NCAA après quelques galères. Comment ça se passe là-bas? Honnêtement, c'était vraiment bien. Dès que je suis arrivée, j'étais gardienne partante. J'ai eu, je dirais, comme mon parcours au States, comment je peux dire? C'est sûr que c'était pas Florida State. OK. C'était une école. C'était une école qui. Ma mère était vraiment contente que j'allais là parce que c'était une école qui était aussi très bonne académiquement. Puis ma mère, c'est quelqu'un qui, oui, elle me supporte dans le soccer, dans le sport et tout, mais elle se dit tout le temps, à un moment donné, tu vas arrêter de jouer. Tu es une femme, tu ne feras pas des millions à jouer au soccer. Qu'est-ce que tu vas faire après? Fair enough. Ouais. Puis à Florida State, oui, c'est une bonne école du côté soccer, mais du côté études, c'est un peu moins, c'est moins fort, disons. C'est pas un McGill, c'est pas un Colgate. Fait que ça, elle avait vraiment été contente que j'aille à Colgate. C'est vraiment une bonne équipe, une école académiquement. Mais moi, je dirais que le soccer, oui, c'était fort, oui. J'ai aimé, on a joué contre des grosses équipes, on a battu LSU et tout. Mais personnellement, je pense que j'aurais aimé être dans une université un peu plus compétitive, où est-ce que toutes les filles veulent la même chose. OK, je vois.
OK. Donc, t'es pas tombé avec des joueuses qui étaient toutes dans le même mindset que toi. Exact. Il y avait des joueuses qui étaient là parce que les parents avaient de l'argent, puis va jouer un boulot de 4 ans, puis après ça, c'est fini. Tu comprends? OK. Ouais, je vois. Sauf qu'en général, honnêtement, je suis tellement grateful de l'opportunité. J'ai eu une bourse complète. C'est à une école que maintenant, avec mon degré, je peux faire ce que je veux. C'est vraiment un bon degré, une bonne école. J'ai joué pendant 4 ans, tout payé. Puis j'ai vraiment eu l'opportunité de faire beaucoup. Et ton diplôme, il est en quoi? J'ai eu un diplôme en Psychological and Brain Sciences. OK. Et fait que c'est psychologie avec un peu plus côté scientifique, comme neurosciences. OK. Ah ouais, chaud. C'est un bon diplôme à avoir. Un bon diplôme à avoir. Et, surtout, au Canada, c'est un peu moins reconnu, mais comme aux États-Unis, tu dis que tu es gradué de Colgate, tu travailles où ce que tu veux. OK. C'est pour dire comment c'est une école vraiment prestigieuse aussi. OK. C'est pour ça que ta maman, c'était le bon compromis pour elle. Exact. OK. Mon père, il s'en foutait un peu plus, mais ma mère, c'était... C'était plus important pour elle. OK. Oui, exact. Et tu fais combien d'années à Colgate? J'ai fait 4 ans. Je dirais, honnêtement, il y a eu un moment où est-ce que j'avais pensé de faire un transfert. OK. Pour quelle raison? Parce qu'à Colgate, je dirais que la plus grosse chose, on n'avait pas de coach de gardien de but. Ah non? Ah, ouais. Puis tu sais, je regarde maintenant, là, je skip un petit bout, mais comme maintenant, rendu ce que je suis, c'est vraiment quelque chose qui comment je pourrais dire en français, qui me comme tiré de l'arrière un peu. Tu sais, 4 ans sans coach de gardien de but, ça paraît. Ouais, dans ta progression, c'est important quand même. OK. Puis ça avait été quelque chose que c'est sûr que ça m'avait un peu tracassé. Tu sais, j'en avais parlé au coach, puis elle m'avait dit: oh oui, on cherche un coach. En fait, il ne cherchait jamais. Là. Ouais. Parce que ça coûte de l'argent aussi, engager un coach de gardien. Oui, puis il y a des règlements spécifiques dans la NCAA que tu peux juste payer 3 coachs. Tu peux juste avoir 3 coachs que tu payes sur l'équipe. Quelque chose comme ça, ouais. Puis on avait déjà 3 coachs. Vous aviez le head coach et les 2 autres coachs, ils faisaient quoi? C'était qui? C'était des coachs de quoi? Assistantes. Mais les assistantes, ils étaient en couple ensemble, donc ils ne pouvaient pas en renvoyer une. OK. C'est ça. No comment. OK. Exact. Donc, tu fais... OK, donc c'est pour ça que pendant un moment, tu t'es dit, est-ce que je ne serais pas mieux d'aller dans une autre université ou pour ta progression sportive? Ouais. Après Colgate, tu fais quoi? Je dirais, c'est dans le processus que j'ai décidé que je voulais peut-être transférer, que j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose à Colgate, que je voulais un environnement plus professionnel, plus sérieux, tu sais, que les filles, ils sont là parce qu'ils veulent être là, pas parce qu'ils ont les moyens ou parce que juste pour le fun, pour être... Ouais. Et je te coupe 2 secondes, après tu continues ta réponse, mais juste savoir, à ce moment-là, parce que tu veux jouer au foot, tu veux accéder au plus haut niveau possible, mais c'est quoi ton objectif concret? C'est être joueuse en NWSL? Est-ce que c'est être joueuse dans l'équipe canadienne? Est-ce que c'est être joueuse professionnelle en Europe? C'est quoi qui te sépare des joueuses, comme tu dis, qui étaient avec toi, mais qui n'avaient pas la même ambition? Oui. En fait, moi, mes objectifs, honnêtement, ils n'ont pas changé depuis que j'ai 4 ans. Je le dis à mon médecin de famille toutes les années quand elle me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ça a toujours été de jouer pro en Europe puis de jouer pour l'équipe nationale. Quand j'étais au CNHP, je voulais jouer pour l'équipe nationale du Canada, mais ça a comme un peu changé. Quand j'étais dans le système, j'ai pas eu mon opportunité. Je trouvais qu'il y avait comme des portes fermées. C'était un peu difficile. Puis maintenant que j'ai mon passeport italien, je suis en Europe, comme il y a la réalité que je pourrais jouer pour l'équipe nationale italienne à un moment donné. Il y a un programme qui grandit. C'est vraiment incroyable comment il grandit, comment il s'améliore au cours des années. Puis c'est un programme que, tu sais, maintenant que je joue ici, je suis vraiment attirée par le programme. Puis j'aimerais vraiment. OK. Ben ça, on y reviendra plus tard. Donc, si on retourne après Colgate, qu'est-ce que tu fais? Dès que ma saison finit, honnêtement, la journée que ma saison a terminé, ma dernière saison, j'ai commencé à chercher un agent. Parce que dans la NCAA, tu ne peux pas avoir je ne sais pas maintenant avec les règles qui ont changé, mais tu ne pouvais pas avoir d'agent pendant que tu étais dans la NCAA. Fait qu'il fallait que j'attende. J'avais déjà fait mes recherches. Tu sais, j'avais une liste de comme 5-6 agents qui m'intéressaient. Fait que j'avais commencé à les appeler, voir c'était quoi, comme s'ils étaient intéressés, juste commencer à avoir des discussions avec eux.
Puis, j'étais descendue à 2 agents qui m'intéressaient vraiment. C'était un agent en Italie, puis un autre agent, celle que j'ai en ce moment, c'est une agence qui vient de l'Espagne. OK. Puis, Ces agences-là, je te demande juste une question concrète. Là, je me dis pour une joueuse qui est dans la même situation, qui entend ça et qui se dit, ah, moi aussi, je cherche une agence. Tu les cherches où? Parce que je ne sais pas s'il y a un site www.agentdefoot.com. Non. Donc, tu les trouves où? C'est un peu comme le même parcours de trouver une équipe dans la NCAA. Là, tu vas sur toutes les écoles, tu cherches toutes les emails. C'est un peu la même chose. Moi, j'étais allée sur Instagram. J'avais été voir, on va dire, des joueuses que je connaissais, des joueuses qui jouent en Europe, des joueuses, on va dire, dans la NWSL. Puis souvent, il faut qu'ils écrivent c'est qui leur agence ou se représenter par qui. Fait que j'avais commencé à checker toutes les pages sur Instagram puis écrire le numéro de téléphone ou l'email que je trouvais. Puis il y a des sites Internet, toutes les agences ont leur site Internet. Fait que j'avais vraiment commencé à faire de la recherche là aussi. OK. Mais c'est vraiment comme sur l'Internet, sur Instagram, vraiment chercher. OK. Et parce que c'est une démarche que j'entends souvent chez des gens qui viennent de chez nous. Et c'est pas une démarche que j'entends souvent chez des gens qui sont en Europe. Je pense, je sais pas à quoi c'est dû. Franchement, je sais pas. Mais, tu sais, comme j'ai des amis même qui veulent venir en Europe et puis c'est LinkedIn et pendant un mois, j'envoie 50 mails par jour. Et c'est pas une démarche que des joueurs en Europe font. Je sais pas si c'est peut-être parce que les contacts sont plus faciles à avoir quand tu es sur place. Mais, est-ce que j'ai une question? Mais moi, je pense que c'est le manque de visibilité. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. T'sais, ils vont dire c'est qui Kelly qui vient du Québec? Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et je vois les filles ici en Europe, puis écoute, la majorité, ils font ça, ils jouent pro depuis qu'ils ont 17-18 ans. Ils ne vont pas à l'université, ils finissent le secondaire. Il y en a même qui ne finissent pas le secondaire, puis ils commencent à jouer tout de suite, ils sont dans le système tout de suite. Nous, c'est pas pareil. Ah, tu es obligé d'aller le chercher, il n'y a rien qui vient à toi. Exact. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont éliminés dans ce processus-là. Tu sais, je ne sais pas si c'est tout le monde qui aurait été prêt à faire ce que tu as fait, d'envoyer tous ces mails-là. Et puis, il faut le reconnaître, il y a aussi un peu un facteur, comme tu as dit, chance, timing qui fait que l'assistant coach voit ton mail et puis la gardienne, elle a eu sa commotion et puis ça fait que tu es invité. Tu sais, il y a tout ça qui joue et c'est dommage parce que je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de potentiel, mais qu'il y a plein d'embûches qui font qu'il y a plein de joueurs qui pourraient faire quelque chose dans le monde du foot, et joueurs et joueuses, quand je dis joueurs, je parle de tout le monde, et qui sont éliminés pour des choses qui sont totalement arbitraires, comme la visibilité, exactement comme tu as dit. Donc, c'est des gens qui sont perdus dans le système. Exactement. Exactement. Donc, tu trouves ton agent, tu m'as dit que c'est l'agence avec laquelle tu travailles aujourd'hui. C'est celle que tu trouves à ce moment-là? C'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à bosser ensemble? Exact. On a commencé à se parler. Avant, c'était iFootball Pro. C'était comme une autre agence. C'était du soccer, mais il y avait aussi, c'était une agence pour du acting, pour plein de trucs comme ça, les musiciens et tout. Là, c'est devenu leur propre agence. Il y en a 2 qui sont partis, ont commencé ensemble. Puis honnêtement, je dirais que j'ai vraiment été chanceuse de ce côté-là aussi parce que je connais tellement de joueurs et joueuses qui ont eu des problèmes avec les agents. Puis comme même moi, mon contrat avec eux, il vient tout juste de finir en novembre. Puis, on a décidé de continuer ensemble. J'ai vraiment été chanceuse. Comme j'ai eu une agence que, en fait, je ne sais pas si tu les connais un peu, mais tu regardes les joueurs qu'ils ont, c'est toutes les meilleures joueuses dans le monde. C'est les joueuses de Barça, les joueuses partout dans les meilleures équipes du monde. Puis comme, ils ont décidé de me prendre. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de me prendre. Parce que vraiment, dans leur calibre de joueurs, je ne sais pas tant. Mais ils ont décidé de me prendre, puis ils m'ont tellement aidé, puis même hier, on en parlait encore parce que c'est sûr que là, la saison finie, on ne sait pas où je vais l'année prochaine. Ils me disaient, on a tellement confiance en toi et dans ton potentiel, puis juste d'avoir ce support-là, c'est vraiment insane. Ouais, c'est important. C'est important. Parce que après, à ce moment-là, dans ton histoire, tu n'es pas encore en Europe, mais tu sais, ce grind-là, ici, chaque année, tu sais, souvent, quand on pense au foot pro, on s'imagine les contrats de 4 ans, 5 ans, mais ce n'est pas la majorité des gens qui sont dans ces situations-là. Souvent, on te propose 2 ans,
un an des fois, et puis l'insécurité qui vient quand chaque année tu dois te poser la question, est-ce que je vais pouvoir rejouer à ce niveau-là Ouais. au foot, c'est compliqué. Donc tu trouves l'agence sur Instagram. Oui, Est-ce que oui. je sais pas si tu nous as donné leur nom, si tu veux leur faire un petit Euh, shout-out. Si tu ouais. m'as donné- Non, c'est Unique Sports Management. OK. OK. Ils viennent de l'Espagne, mais ils ont des joueurs vraiment partout dans le monde. Puis moi, mon agent, il parle juste espagnol ou italien. Fait que, au début, c'était Google Translate tout le temps. Mais il y Ouais. a aussi il y a une femme aussi dans l'agence, puis elle parle anglais. Fait que, OK. si jamais il y a un problème, il y a eu une fois en Israël, on pourra en parler plus tard, mais on a dû l'appeler un peu d'urgence parce qu'il y avait la guerre. Fait que Ouais. c'est elle que j'ai appelée. OK. OK, OK. Donc, tu trouves cette agence-là, tu quittes, tu es à la fin de de ton parcours à Colgate. Où est-ce que Ouais. tu atterris après Colgate? J'atterris en Israël. OK. Ouais, c'est pas. En fait, moi, après Colgate, j'ai toujours. Tu sais, je voulais. C'était vraiment l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mhm. Il y a eu le COVID qui a fait que c'était vraiment plus difficile. Euh, OK. En fait, c'est une autre chose qui est tellement difficile pour les joueurs canadiens puis qui ne viennent pas de l'Europe. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai mon passeport européen. Fait que Hmm. techniquement, je suis considérée européenne. Si je ne serais pas européenne, je ne sais même pas si j'aurais l'opportunité de jouer. C'est tellement Ouais. plus compliqué. Juste pour dire, ici, en Italie, ils prennent 2 internationales par équipe. Ah 2 joueuses ouais, hors de l'Europe. ça change tout. Ça Mm. change tout. Exact. Fait que moi, je voulais aller en Europe, puis mon agent, il m'avait dit, tu sais, j'avais des offres ici en Italie, mais avec le COVID, il voulait 2, 3 semaines de quarantaine, puis encore la même chose, une gardien de but, c'est vraiment le timing. Fait comme la saison, tu sais, j'aurais manqué 3 semaines de pré-saison, fait qu'il disait, Hmm. on va prendre une gardien de but qui est en Italie ou en Europe, Ouais. pas besoin de faire ça. Puis il y avait eu une opportunité en Israël, une équipe qui cherchait une gardienne de but. Puis j'avais comme je ne savais pas beaucoup de choses de l'Israël, mais je savais qu'il y a beaucoup de monde qui, de la NCAA, ils vont en Israël pour ensuite aller en Europe. C'était comme OK. un milieu où est-ce que tu fais un petit ajustement pour aller en Europe. Fait que j'avais OK. dit, écoute, C'est un c'est un chemin que tu an. avais déjà vu d'autres joueuses emprunter. Oui, puis mon agent aussi m'avait dit ça. Il m'avait dit si c'est un an, il dit ça va donner de l'expérience parce que beaucoup d'équipes, ils disent il manque de l'expérience. Mais comment tu fais pour Mhm. avoir de l'expérience si personne ne te prend? Fait qu'au moins, ça me donnait de l'expérience. Fait que c'est ça, je suis partie en Israël. OK. Et ça se passe comment en Israël? Tu nous as spoilé un petit bout tout à l'heure quand tu as parlé de la Ouais. guerre, mais En explique-nous Israël, comment ça se passe. En Israël, c'était bien. Je dirais que oui, c'était un ajustement de la NCAA ici en Europe, du côté que, à la NCAA, il y avait entraînement tous les jours et tout, mais c'était un peu plus, moins d'encadrement. Fait que c'était comme l'ajustement dans la NCAA, tu étais tellement un encadrement fou avec l'école, le training, tandis qu'en Israël, c'était plus comme, tu es plus laissé à toi. Fait que, il faut vraiment que euh, tu te fies sur toi pour faire ton progrès, pour Hmm. t'entraîner et tout. T'es en quelle division en Israël? C'est la division 1. C'est OK. euh, OK. division 1, mais je dirais comme si je pense à la ligue, on va dire 10 équipes. Le top OK. 5, c'est quand même très compétitif, mais les derniers 5, c'est Hmm. Et horrible. t'étais dans le top 5 ou On était dans le top 5. OK. OK. Et tu nous parlais de la guerre tout à l'heure. Ouais. Ça, elle arrive quand, cette guerre? La guerre, elle arrive à la fin. Je dirais que quand je repense à mon expérience en Israël, ça fait un peu, comment qu'on dit, l'expression genre un nuage noir. Mhm. Et l'Israël, c'est tellement un beau pays. Je suis tellement, encore une fois, grateful de mon expérience, d'avoir eu l'opportunité de jouer professionnellement, d'être payé et de vivre en Israël. Je vivais à 5 minutes de la plage, c'était incroyable. Mais à la fin, il y a eu la guerre entre la Palestine et l'Israël. Puis c'était vraiment une situation horrible pour nous qui venaient. On était 5 internationales. Mhm. En fait, pour nous, c'était horrible parce qu'il y avait des missiles au-dessus de notre appartement. Il fallait aller genre dans le fond, il y a une alarme qui part dans la ville. Puis dépendamment de où tu es en Israël, tu as un certain nombre de secondes pour aller dans un bomb shelter ou en dessous des marches.
Nous, on était à environ 1 minute 15 que tu avais pour aller te cacher. Mais comme, tu sais, j'avais des amis dans une équipe qui était dans le sud de l'Israël, il y avait 20 secondes pour aller dans le bomb shelter. Puis eux, je dirais que pendant les 2-3 semaines de la guerre, ils disaient qu'il n'y avait même pas le temps de faire à manger tellement qu'il y avait les alarmes tout le temps. Puis, en fait, la première fois que c'est arrivé, on revenait d'une pratique. Puis on était dans la voiture, les 5 internationales, qui ne connaissent rien de tout ça. Puis il y avait une alarme. On était sur l'autoroute, là, il y avait une alarme. Puis le monde, il parquait l'auto, puis sortait de la voiture, puis se couchait à terre. On était comme, voyons donc. Puis c'était une fille qui nous avait appelés, qui vivait là-bas, puis elle nous avait dit, vous êtes où, vous êtes où? On avait expliqué, c'était comme, ben, si vous êtes proche, venez chez moi. Fait qu'on est allé chez elle, on avait passé toute la soirée là, la télévision, c'est là que la guerre a commencé cette journée-là. Ouais. Puis, en fait, c'était juste comme, pour nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Je veux dire, au Canada, aux États-Unis, on venait tous de Canada, des États-Unis. On n'a jamais vécu ça, on ne va jamais vivre ça. Pour eux, c'était normal. Fait que comme nous, on se sentait tellement en danger, tandis qu'eux, ils agissaient comme si de rien n'était. Nous, on disait, écoute, on veut aller à la maison. Envoie-moi chez moi, il reste 2 matchs. Ça ne change rien. Envoie-nous à la maison. Puis nous, tu sais, on se faisait appeler. Le directeur nous avait appelé, nous avait engueulé, nous avait dit, c'est quoi, tu penses que tu vas mourir ici? Tu sais, comme vraiment, là, comme détruit parce qu'on voulait aller à la maison. Mais comme, je ne perdrais pas une jambe, un bras puis une jambe pour jouer en Israël. Tu comprends? Ouais, je vois. Il y avait ce décalage-là par rapport à comment vous voyez la chose. Exact. Mais c'est intense quand même. Je me suis fait réveiller il y a quelques nuits, là, vraiment, on se réveillait parce qu'il y avait des bombes qui tombaient proches de nous puis on les entendait. J'ai des vidéos, là, on dirait que c'est des feux d'artifice au-dessus de mon appartement, mais c'est des missiles. Et ça, est-ce que c'est... Parce que j'ai grandi au Canada pour la majeure partie de ma jeunesse. Là, je suis en France et puis en ce moment, il y a la guerre en Ukraine, mais bon, on en est encore ici, on en est loin quand même. Est-ce que c'est traumatisant? Est-ce que c'est des trucs que tu traînes avec toi ou comment tu vis avec ça? Oui, puis non, je dirais que c'est quelque chose qu'en arrivant en Italie, j'avais encore un peu de peur parce qu'en Italie, où ce que je suis à Naples, il y a des feux d'artifice à toute heure de la journée. Au Canada, tu ne peux pas juste faire des feux d'artifice dans la rue, mais ici, oui. Puis il y avait une fois, je me rappelle au début, ou même encore hier, il y a quelqu'un qui était vraiment proche de chez moi, puis comme si tu fais un saut un peu, tu es comme, oh mon Dieu. C'était comme un flashback exact. de cette période-là. Mais tu sais, sinon, je dirais que non, là, plus que ça, non, c'est vraiment, ça a été traumatisant quand que j'étais là. Je me rappelle partir de l'Israël puis dire comme, waouh, tu sais, je m'en vais au Canada, je sais que tout va être bien, puis au moins là-bas, on va pas me dire que je suis folle pour avoir peur, tu sais. Après, je me dis, tu sais, ça, je pense qu'on est, pour vivre au Canada, je pense qu'il y a quand même, des fois, on prend beaucoup de choses pour acquis quand même, tu sais, exact. Vraiment. Certains problèmes sociaux. Là, la guerre, c'est encore un autre niveau, c'est plus grave que des problèmes sociaux, mais je me dis, des fois, on prend des fois certaines de ces choses-là pour acquis et on se rend pas compte que on vit un peu dans une bulle, dans un cocon. Oui. Parce que la guerre en soi, c'est tout sauf anormal. C'est tout sauf, c'est la norme plus que l'inverse. Et je me dis, je dis ça, même moi, j'ai jamais vécu la guerre, tu vois. Demain, il y a des missiles qui pètent à côté de moi, je sais pas comment je réagis. Et je me dis, c'est chaud. Faut être reconnaissant pour ça et puis pas nécessairement le prendre pour acquis. Et puis, je pense que ça peut donner aussi changer la façon de voir certains endroits où on se dit, non, la guerre, ça arrive que là-bas, mais non. Quand ça pète à côté des gens, les réactions que les gens peuvent avoir, c'est des êtres humains comme toi et moi. Donc, Tu sais, même en Israël, il disait, tu sais, oui, il agissait un peu plus comme si c'était normal, mais même pour eux, tu voyais, il y en avait, si c'était la première fois, je pense, en 70 ans, que c'était aussi pire que ça. Même que c'était comme, il y avait je me rappelle plus c'était combien d'années, mais ça faisait comme des dizaines et des dizaines d'années qu'il n'y avait pas eu une bombe qui avait tombé, qui avait atterri à Tel Aviv. Parce que, tu sais, là-bas, ils ont comme le dôme, là, qui intercepte tous les missiles. Puis c'était comme la première fois en un certain nombre de temps qu'il n'y avait pas une bombe. Fait que même pour eux, tu sais, c'était quand même, c'était gros. Puis moi, je trouvais que
l'ambiance après dans l'équipe était tellement néfaste parce que c'était tellement, tu sais, les Juifs contre les Arabes. Puis on avait 3 ou 4 filles arabes dans l'équipe, mais c'était rendu tellement néfaste, on se sentait tellement pas bien dans l'environnement parce que comme les filles juives parlaient pas aux filles arabes, puis comme c'était vraiment tellement pas un bon environnement, je sais pas. Ouais. Quand on est sorti de l'Israël, parce qu'on vivait dans notre appartement avec une fille arabe, on s'est fait comme tout vider nos valises, on s'est fait mettre en Israël, il y a une ligne de sécurité pour les Juifs puis une pour les Arabes. On s'était fait mettre dans la ligne pour les Arabes. C'était pour vrai, comme la discrimination que le monde y vive là-bas, c'est tellement incroyable. On est parti de là, puis comme que je dis, en général, vraiment une belle expérience. Mais moi, j'étais là pour jouer au soccer, puis à la fin de la journée, je n'étais plus capable de jouer au soccer à cause de tout ça. Ouais, non, c'est clair. Comme tu as dit, ça jette une ombre sur la fin du. Exact. Tu peux avoir vécu c'est un peu comme. C'est pas du tout la même chose, là, mais comme une rupture avec une ex ou quoi, ça peut bien se passer pendant 5 ans, exact. Mais si les 3 derniers mois sont atroces, exact. Ça laisse un goût amer quand même. Ouais. Donc, après Israël, après Israël, tu rentres au Canada. Est-ce que tu sais déjà où tu vas? Non. Il y avait... L'Israël voulait que mon équipe en Israël voulait que je retourne. J'en avais parlé à mon agent, c'était comme pour moi, c'était un nom clair. Sauf que comme que lui me disait, on ne peut pas fermer les portes parce que s'il n'y a rien qui arrive, tu es mieux en Israël que de jouer au Canada, disons. C'est clair. Ouais. Il y avait ça, en anglais, on dit keep it in your back pocket. On gardait l'option. Mais moi, c'était vraiment l'Italie parce que j'ai mon passeport italien puis je veux jouer pour l'équipe nationale de l'Italie. Donc, c'était vraiment, je veux être en Italie. Si c'est en Espagne, c'est bien, mais comme numéro 1, Italie. Donc vas-y, continue. Dis-moi où est-ce que tu atterris en Italie? C'était ça. OK. Donc, tu atterris en Italie, tu atterris à Naples? À Naples, oui. Il y avait de l'intérêt. Mon agent, il m'avait dit une journée, Naples, ils sont intéressés. J'ai dit, oh, wow, OK. Let's go. Puis finalement, c'était quand même une histoire fou. Il m'avait dit, on va le savoir, on va demain matin à 10 h. Si vers 10 h, on ne le sait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas fait d'offre. Puis je m'étais levée. En fait, je n'avais pas dormi de la nuit parce que c'est comme ton rêve. Peut-être que demain à 10 h, je vais mon rêve. À 11h30, je n'avais pas de message. Clapperton, j'étais chez moi. Puis là, j'étais tellement pas bien. J'étais triste. J'étais comme. Parce que c'est ça le truc, c'est que ton agent, il dit, il y a une offre ici où eux, il y a de l'intérêt. Fait que là, tu es full heureuse. Tu es vraiment comme, waouh, peut-être que ça va arriver, c'est avec mon rêve. Puis là, après ça, finalement, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est tellement un up et un down intense que j'avais commencé à me dire, écoute, il ne faut pas que tu aies des high hopes. C'est comme si ça fonctionne, ça fonctionne pas parce que sinon, ça finira jamais. Tu l'as vécu plusieurs fois avant qu'on conclue l'arrivée à Naples. Est-ce que ça, tu l'as vécu plusieurs fois, l'espèce de high et de low? Je te pose la question parce que, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu avec ma femme que j'ai rencontrée en France ici. Quand au début, on est ensemble et puis elle me rejoint, on vit ensemble. OK, l'année prochaine, on fait quoi? J'ai tel contact. Et puis, oh mon Dieu, elle en plus, elle est un peu plus, proactive que moi. Ça veut dire que je lui parle de tel club, c'est OK, les apparts. Là, si on arrive là, où est-ce qu'on pourrait habiter? Est-ce que c'est mieux d'être en ville? Est-ce que c'est un peu mieux d'être en... Et puis ça va pas se faire. Et puis elle a vu la déception. Et puis j'ai dû, moi je pense que j'ai toujours bien géré, mais j'ai dû comme apprendre avec elle à lui enseigner, lui montrer comment gérer ça. OK, on a un contact, on n'en est même pas à une offre, on va pas se renseigner. On n'est même pas à une offre. On va pas regarder, on va pas y penser. Si on arrive à une offre, on commence à envisager certaines choses, mais c'est quand c'est signé que là, vraiment, faut laisser toute ta joie éclater. Est-ce que toi, est-ce que tu as mis longtemps à savoir comment calibrer ça, savoir comment gérer ça? Ma première année, quand je suis allée en Israël, c'était les 2 années, je dirais que c'était la pire parce que c'était ma première année, puis il y avait tellement... comment on dit, j'étais tellement excitée, j'avais tellement hâte, je voulais tellement que, toutes les équipes que mon agent me disait, il y a l'intérêt, là, t'es comme, wow, let's go! Non. Puis avec le COVID, pour vrai, c'était l'enfer. On dirait qu'il y avait plein d'intérêts,
Puis il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis il y en avait plein qui étaient vraiment proches. Il y avait même de l'intérêt à Naples, tu sais. Il y avait, ma première année, il y en avait qui étaient tellement proches. Puis là, finalement, comme juste avant d'avoir le billet d'avion, c'était comme non, là, j'étais comme... Mais là, je m'étais dit, après l'Israël, je m'étais un peu gérée un peu plus. Je m'étais dit, regarde, commence vraiment à être investi émotionnellement quand tu vas vraiment avoir le feeling que oui. OK. Puis, quand mon agent me parlait de Naples, j'essayais d'être calme et tout. Puis, comme on dirait, c'était mon agent qui me poussait un peu plus à être investi parce qu'il avait tellement de l'air sûr, puis comme excité lui aussi, puis comme content pour moi. Puis, c'est le matin quand j'avais pas reçu le texte de mon agent à 10 h le matin. J'étais tellement déçue, triste. Je me rappelais, je suis pas mal sûre que j'avais pleuré un peu. J'étais comme, juste frustrée. Comme, ça va être la même chose encore. On est rendu en juillet, comme, les équipes, ils s'en vont bientôt en pre-season. Maintenant, je le sais, il y a des filles qui arrivent en octobre, en septembre. Tu peux arriver n'importe quand, mais comme quand tu n'es pas dedans, tu te dis, comme, il va manquer de temps. Puis, j'étais allée au gym, je m'étais dit, regarde, le gym, ça fait toujours du bien. Va au gym, ça va te Puis, je courais les marches dans mon gym parce qu'il y a comme un aréna. Bref, je courais les escaliers. Puis, mon téléphone, j'avais eu des messages. En fait, j'étais allée voir mon téléphone, puis mon agent ne m'avait rien dit. Il m'avait juste envoyé le contrat. Il m'avait rien dit. Il m'a juste envoyé le contrat. Puis, j'étais comme, bon... Puis j'avais commencé à pleurer dans le gym, j'avais appelé mon père, j'étais tellement contente. Puis, tu sais, mon père est italien, fait que de dire que j'avais une offre pour aller à Naples, j'étais tellement heureux. Puis, tu sais, mon agent m'avait dit plus tard, comment, lis-le, vois si tu t'es OK. Puis dans ma tête, c'est comme, je m'en fous du contrat. Fait que c'est ça, là, j'étais venue à Naples. OK. Là, c'est cool. C'est cool de pouvoir vivre son rêve. Est-ce que... Première question sur ça, est-ce que c'est facile d'accomplir son rêve, entre guillemets, et de rester assez sobre pour rester ambitieux, genre pas voir ça comme une fin en soi? Pour moi, je dirais que oui, parce que pour moi, de signer un contrat pro, de venir en Europe, dans le fond, c'est juste le début de mes rêves, tu comprends? Genre la première étape à où est-ce que je veux me rendre. OK. Fait que je dirais que pour moi, c'était quand même facile parce que c'était comme, là, c'est le début de ma carrière. Comme là, je commence ce que je veux faire. OK. OK, donc tu voyais pas ça du tout, en fait, comme une fin en soi. C'était plus, ça va être le début de mon histoire. Exact. Je voyais vraiment ça comme là, j'ai l'opportunité de me rendre où ce que je veux me rendre puis de faire ce que j'ai toujours voulu faire. OK. Et deuxième question, est-ce que ouais, on parlait de ça au tout début, l'intégration une fois que tu arrives en Italie. Est-ce que c'est facile d'arriver et pour le coup, en Israël, je t'ai pas demandé, ça parlait quelle langue en Israël? Oh, en hébreu. OK. C'est comment, c'est la même question pour les deux, mais un peu différent parce que je pense que tu avais plus de base en italien qu'en hébreu. Exact. Juste, la vie en Europe est beaucoup plus similaire au Canada que de la vie en Israël. T'sais, en Israël, même si je n'avais pas les bases de l'italien, c'est plus similaire, c'est plus facile à apprendre. J'ai une amie, une fille de la France, puis elle a appris vite elle aussi parce que c'est vraiment comme tu es capable de comprendre un petit peu. Ouais, c'est des langues latines, il y a des fois les mêmes racines pour des mots qui sont. En hébreu, on oublie. J'ai été là 1 an, j'ai rien compris. À part Shalom et bonjour. Je vois. Vas-y, dis-moi. Le coach en Israël, il se fâchait tout le temps après nous, les 5 salles, puis il était comme, vous comprenez pas, nanana, puis j'étais comme, comment tu veux qu'on comprenne? Ouais. Ah non, c'est pas le plus facile. C'est clairement pas le plus facile à apprendre. Ouais. Et quand tu arrives, on a des cours en italien. OK. Tous les internationaux, on est obligé de faire des cours. Il y a des filles qui parlent anglais. Fait que même là, moi, j'étais capable de parler. Il y a des filles. Moi, j'étais proche avec une fille des États-Unis rapidement. Fait que j'étais restée avec elle. Au moins, elle parle italien. Elle avait déjà joué ici. Elle avait joué à Empoli avant. Fait que
Mais honnêtement, ça a vraiment été facile, l'intégration en Italie. Vraiment, vraiment facile. Si je compare à l'Israël, vraiment facile. OK. Et c'est la démarche du club d'obliger les joueuses internationales à faire des cours, Oui. s'assurer que tu prennes la langue et puis t'imprégner un peu de la culture par la même occasion, parce que la langue fait partie de la culture, c'est important de la... Oui, exact. Non, c'est le club qui fait ça. Puis j'avais demandé aux autres filles, puis ils me disaient que, tu sais, ceux qui avaient joué en Espagne aussi, c'était la même chose. Il y avait des cours d'espagnol. J'ai d'autres amis qui jouent en Italie, une à AC Milan. Je sais que là-bas aussi, ils ont des cours d'italien. Fait que je pense que honnêtement, c'est bien. OK, bah oui. Ouais, non, je trouve que c'est une bonne démarche quand même. Ouais. Que ça soit, même si c'est obligatoire, je trouve que peu importe l'intention, le résultat est positif. Tu apprends une Exact. langue en plus et puis ça te permet de mieux t'intégrer aussi dans la vie. Ouais. Et si tu t'intègres mieux dans le pays, c'est plus facile de t'intégrer aussi dans l'équipe. L'étiquette de joueuse québécoise, parce que tu as le passeport italien. Oui. Première question, est-ce que tu es vue comme une Italienne là-bas? Parce que la langue, tu l'apprends un peu sur le territoire, tu as grandi au Québec, au Canada. Est-ce que tu es vue comme une Italienne là-bas? Ou tu es vue un peu comme t'es vue comme une étrangère? Je suis vue comme une étrangère, même juste que mon passeport me sert presque à rien. Mon passeport italien me sert juste pour être considérée italienne sur le roster, mais quand ça vient au game sheet, au match, je ne suis même pas considérée italienne avec mon passeport italien. C'est juste côté administratif que tu es vue exact. italienne. Exact. Puis à cause, encore une fois, qu'on n'est pas une ligue professionnelle, mais en ce moment, il y a une règle qu'il faut 11 joueuses italiennes sur le roster à chaque match. Je ne compte même pas comme une joueuse italienne. Sérieux? Oui, parce qu'il aurait fallu que je joue 5 ans en Italie avant d'avoir 23 ans. Il aurait fallu que mon développement soit en Italie. Ah, OK. Fait que mon passeport italien ne me sert à rien. OK. Sauf à ne pas compter comme une étrangère, comme une internationale. En signant mon contrat, exact. OK. Et dans les relations au quotidien, tu es vue aussi comme une... Oui, comme comme la Canadienne. Étrangère. Oui, exact. OK. Et est-ce que cette étiquette-là, parce que je pense que c'est différent du côté masculin et féminin, parce que pour le coup, les Canadiennes sur la scène internationale ont beaucoup de succès, contrairement à l'équipe masculine qui commence à avoir des bons résultats là. On espère qu'ils vont nous faire plaisir à la prochaine Coupe du Monde. Mais est-ce que d'arriver avec le titre de elle, Kelly, c'est la joueuse canadienne, c'est vu comment? Est-ce que c'est vu de manière positive ou de manière négative? Je dirais que c'est pas vu positivement ou négativement. C'est sûr que on dirait que les Italiennes, ils voient tout le temps les internationales comme, je dirais pas une menace, mais tu vois vraiment que les Italiennes souvent sont avec les Italiennes, puis nous, les internationales, on est ensemble. Encore une fois, Naples est une équipe où est-ce qu'ils ont amené vraiment beaucoup d'internationales. Ils ont comme rebâti une équipe. Fait que, il y a aussi l'aspect qu'on est beaucoup. Ça fait aussi, c'est un petit peu difficile avec la communication avec les coachs. Nos coachs ont été changés à la mi-année. On a des nouveaux coachs. OK. Et les nouveaux coachs sont arrivés dans un environnement où est-ce qu'il y avait des filles qui ne parlaient zéro italien. Mais avec les coachs italiens, ils ne comprennent rien. Fait comme, moi, souvent, je traduis à une fille en anglais ou mon ami de la France, je lui traduis en français parce qu'il n'y a personne qui parle français sinon. Fait que je ne dirais pas que c'est vu positivement ou négativement en ce moment parce qu'on est beaucoup. Bon, on n'a pas encore abordé, on a parlé de ton arrivée à Naples, mais la saison s'est passée comment? Il est terminé votre championnat? Non, on a encore 5 ou 6 matchs. OK. Donc, c'est le calendrier classique européen de fin août. Le championnat, c'est fin août à mai, un truc comme ça? Exact, oui. OK. Et ça se passe comment cette année? La première moitié de la saison, pas très bien, en fait, pas bien du tout. Et on a gagné quand même, on a gagné un match très important contre la Fiorentina, qui est quand même un gros club. Mais on n'a vraiment pas eu beaucoup de points. En fait, on était dans la zone de relégation de 3 équipes. Parce que c'était 3 équipes qui descendent en division 2 l'année prochaine. Oui, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Oui. Mais là, en fait, le staff a changé. Il y a des joueurs qui ont changé. Ils ont recruté d'autres joueurs à la saison de transfert hivernal. Puis là,
en fait, on vient tout juste de recommencer comme la deuxième partie, fait qu'on rejoue contre chaque équipe une autre fois. Puis comme à date, tout va vraiment bien. La semaine passée, on est sorti de la zone de relégation. On a annulé contre AC Milan. On a rebattu un Fiorentina. On a une nulle contre Inter. Comme on a vraiment commencé à prendre des points. Puis comme l'ambiance et l'équipe a vraiment changé. Donc, je dirais que maintenant, ça va mieux. On est dans la bonne direction, mais on a des matchs vraiment très importants parce que là, on joue Juventus demain. Et après ça, les équipes contre qui on joue, c'est toutes des matchs que c'est des must-win. Si on perd, ils nous dépassent. C'est vraiment je vois. Ouais. C'est des concurrents directs. Exact. OK. Et pour toi, personnellement, ça se passe comment? Est-ce que tu arrives à avoir beaucoup de temps de jeu? Est-ce que tu arrives à t'imposer? Comment ça se passe? Non, en fait, j'ai comme pas de temps de jeu du tout, même que maintenant, vu à cause de ce que j'expliquais avec le nombre d'Italiennes qu'il faut, il y a des matchs que je suis même pas sur le banc, je suis comme dans les tribunes. Mais je me dis aussi, au début, c'était difficile parce qu'on était seulement 2 gardiennes de but, puis je trouvais qu'il y avait un peu, pas d'injustice, mais je méritais une opportunité de me prouver, puis je ne l'ai pas eu, en fait. Je suis rentrée avant Noël, la gardienne s'était blessée pendant le match, j'étais rentrée, je l'avais bien fait. Fait que, je m'étais dit, peut-être que je vais avoir mon opportunité. C'est vraiment juste ça qui me manque, honnêtement. Même je dirais dans mon expérience en général, j'ai juste besoin que quelqu'un me donne mon opportunité. J'ai juste besoin de me prouver puis que quelqu'un me donne la chance. Je ne l'ai pas encore, mais je me dis, c'est ma première année en Europe, ma première année en Série A, ma première année en Division 1. Je ne m'attendais jamais d'arriver ici et de gardienne partante. Ça fait 4 ans, comme j'ai dit, je n'ai pas de coach de gardien de but. Puis si je regarde mon progrès, comme même mon coach de gardien de but m'en parle souvent, comme mon progrès il est vraiment quand même très élevé cette année. Puis même, je le sens. C'est vraiment ça que j'avais besoin. Puis je me dis, écoute, je ne joue pas. Oui, c'est plate. Oui, c'est difficile mentalement. Sauf que, comme j'ai expliqué, mon rêve, c'est pas d'être partante à Napoli. Là. Mon rêve, c'est de jouer pour l'équipe nationale. Fait comme c'est juste une étape pour me rendre là-bas. Fait que j'essaie d'apprendre le plus possible, de rester patiente, de travailler fort, puis on verra, qu'est-ce qui va... Si je reste ou si je vais l'année prochaine, on verra qu'est-ce qui va être mieux pour moi. Parce que tu as signé... Vas-y, continue, justement. Non, c'est juste signé 1 an. D'accord. Je pensais signer 2 ans, mais mon agent m'avait dit, écoute, signe 1 an, vois comment tu aimes ça, qu'est-ce qui se passe, puis si tu veux rester, on re-signera plus d'années, mais comme au moins, donne-toi l'opportunité de voir. Des fois, quand tu es dans une bonne position, des fois, c'est pas la meilleure chose de te menotter à un club parce que quand ça se passe pas bien, ils peuvent dire tu vas aller nulle part parce qu'on t'a sous contrat. Quand tu arrives là-bas, ils te font signer en tant que deuxième gardienne. En fait, moi, j'avais eu l'impression. On ne parle pas de ton statut. On ne parle pas de mon statut. Moi, j'avais eu l'impression au début, quand on parlait, que c'était vraiment fair game. Mais plus la saison avance, plus que je réalise que en fait, ça n'a jamais été le cas. Puis là, on a signé une autre gardienne de but à Noël quand on a fait les changements. Puis honnêtement, moi, ça me plaît un peu plus du côté que comme, écoute, elle est vraiment bonne, elle joue sur l'équipe nationale, puis au moins, je sais que la personne qui joue en ce moment mérite de jouer, puis c'est comme, elle sait le mieux. C'est la nouvelle gardienne qui est passée première. Oui, exact. C'était la deuxième gardienne de but à Rome. Puis, elle joue sur l'équipe nationale, elle a souvent été convoquée, elle était partante avant à Rome, il y a eu comme quelques trucs qui s'étaient passés, je ne sais pas trop. Mais comme, au moins là, maintenant, j'ai comme, la fille qui joue, c'est elle qui mérite de jouer, puis elle est meilleure que moi, puis j'apprends de elle est plus vieille et tout. Au moins, là, je sais que ça me donne un peu... c'est plus facile à accepter quand tu sens que c'est fair et que c'est mérité. Exact. OK. Puis, c'est ça. Puis c'est bien parce que j'apprends vraiment beaucoup de elle, puis j'aime ça m'entraîner avec, puis elle a de l'expérience, elle est plus vieille, elle a joué avec l'équipe nationale pendant longtemps, fait que j'apprends de elle, on s'aide et tout, puis même, moi je suis une gardienne de but qui est vraiment très bonne avec mes pieds, puis elle, c'est une de ses plus gros défauts, fait que je l'aide avec ça, elle m'aide avec d'autres trucs, fait que pour vrai, la chimie avec elle, c'est vraiment bien, fait que honnêtement, oui, c'est difficile, mais comme je suis heureuse, puis souvent j'en parlais avec ma famille parce que, eux, ma mère, je ne veux pas dire qu'elle ne comprend pas le soccer parce que si elle écoute, elle va dire oui, je comprends, mais.
Souvent, elle va dire, elle m'appelle, puis comme, pourquoi tu viens pas au Canada? Tu joues pas, t'es troisième gardienne. Tu sais, vraiment comme négatif. Ça, c'est maman. Ouais. Puis là, elle me rappelle, puis elle dit, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais. Ouais. Non, je comprends tout à fait. Parce que là, je pense que ça part d'une bonne intention aussi. Elle voit sa fille, elle se dit, ma fille, elle doit jouer. Si c'est pour être Exact. troisième là-bas, viens ici, puis C'est joue ça. première gardienne ici, tu vois. Ça part d'une bonne Exact. intention, mais. J'ai essayé de lui expliquer, tu sais, je suis tellement heureuse ici, je suis tellement heureuse. Oh. J'aime ce que je fais, j'aime mon expérience, comment je suis bien ici. Ça veut dire beaucoup, là, pas beaucoup de monde qui vont dire qu'ils ne jouent pas une minute de l'année et qu'ils sont heureuses. Ouais, non, c'est clair. J'avais une conversation avec un pote gardien qui me disait que c'était important d'installer une hiérarchie claire entre les gardiens. Est-ce que vous êtes en concurrence et c'est le meilleur qui joue? Est-ce que elle, c'est la numéro un et là, et toi, tu es la numéro 2? Parce qu'il me disait qu'il y avait plein de tensions qui pouvaient naître quand cette hiérarchie-là, elle n'est pas claire. Il y en a un qui va se sentir que c'est une injustice. Des fois, dépendamment des groupes, mais dans des vestiaires, des fois, ça peut même créer des tensions Ouais. bizarres. Moi, je veux que mon gars soit numéro un, mais en ce moment, il joue pas trop. Donc, quand c'est l'autre gardien, bah, quand il va prendre un but, je vais l'engueuler, ça le fait paraître bizarre. C'est plein de petits trucs sneaky et un peu vicieux comme ça Non, mais exactement ça. qui peuvent naître, tu vois. Exactement ça. Je dirais que le début de la saison, quand on était juste deux, c'est exactement ça qui se passait parce que, les filles disaient, mais on va dire, je méritais de jouer ou comme elle faisait un match qu'elle jouait moins bien, puis était comme, ben, pourquoi t'as pas ton opportunité? Puis, même pour moi, j'essayais de pas faire partie de comme ça parce que, j'aime pas ça, du drama, je suis vraiment pas down. C'est difficile de résister à ça aussi quand tu as des gens même, parce qu'on est tous compétiteurs en tant que joueur. Toi, tu veux Exact. jouer. Quand l'autre fait une erreur, tu peux pas t'empêcher de te dire, ah, j'aurais peut-être fait mieux sur ce ballon-là ou un truc comme ça. Et quand toi, tu essaies de Exact. résister à ça, te dire, non, tu sais quoi, je vais rester positif. Mais que tu as les collègues qui viennent parler dans ton oreille, hey, t'aurais dû jouer, hey, t'es Ouais. nickel. Ah! C'est compliqué Ouais. de pas give in, Exact. de pas se laisser aller dans ce sens-là. Il y en a qui passaient derrière le but pendant les pratiques, qui passaient un commentaire pour que je l'entende. Puis là, tu étais comme, Hmm. là, moi, ça te frustre parce que tu sais que tu te sens comme ça aussi. Puis comme, tu comprends? Fait que là, ça fait juste Ouais. comme de l'énergie négative. Puis je dirais que la première partie de la saison, c'était exactement comme tu l'expliquais. C'était comme Mhm. ça. Il n'y avait pas de. C'était pas sain. Maintenant, c'est différent parce que, comme que je dis maintenant, on sait qui est la première. Oui, c'est après ça, deuxième, troisième, c'est sûr qu'on. Pour moi, en fait, moi, je trouve que je mérite d'être deuxième. Elle pense qu'elle mérite d'être première. Fait que c'est sûr qu'il y a encore ça. Mais comme, du coup, je sais que je ne vais pas jouer parce que c'est l'autre qui va jouer la première, puis Ouais. ça fait. Puis, C'est, même, il y a quelqu'un qui me demandait, ah, t'es pas fâché dans les tribunes. À la fin de la journée, oui, ça m'énerve un peu d'être dans la tribune, mais que je sois dans les tribunes ou sur le banc, je ne joue pas. Ouais, non, c'est plus facile à avaler. Plus facile Exact. Je fais le warm-up, je prends ma douche, je vais dans les tribunes, je regarde le match, puis regarde, on en parlera lundi à la pratique. Ou comme la saison finit dans 2 mois, on verra à la fin de l'année qu'est-ce que je veux faire. Mais au moins, maintenant, je le sais que celle qui joue a mérite de jouer, puis ça finit là. Est-ce que c'est ta première fois en tant que deuxième gardienne? Oui. C'est comment pour l'ego d'être deuxième gardienne? Non, c'est pas facile, c'est vraiment très difficile. Toute ma vie, j'ai été première gardienne de but, puis maintenant, je ne le suis pas. Mais encore, j'essaie souvent de me dire, c'est ma première année, je m'améliore vraiment, j'essaie d'apprendre. Puis, en anglais, on dit I'm setting myself up for the future. Puis, j'essaie vraiment de continuer à me dire ça, puis de me garder ça en tête, de voir comme, en gros, là, vraiment la plus Ouais, grosse ouais. image, puis de voir où ce que je veux me rendre. Puis ça, est-ce que c'est-tu important dans où ce que je veux me rendre? Non, pas vraiment. Là, de jouer les 4 prochains matchs, ça ne va rien changer à ce que je veux me rendre. Donc là, on est à la fin de saison, il vous reste 4 matchs. Tu as mis ton pied en Italie. Tu m'as parlé de la sélection italienne. Oui. Et là, je dis la sélection italienne, direct, il y a un sourire. Pourquoi la sélection italienne? Pourquoi pas la sélection canadienne? Ah, la question piège. On Très dirait piège. que à cause de mon expérience avec le CNHP, jeune joueuse, de ne pas avoir mon opportunité,
Mon âge est 96, on n'a pas de Coupe du Monde, on n'a vraiment rien eu. Puis comme, je trouve qu'il y a tellement de joueurs au Canada qui ont été perdus dans le système, qui n'ont pas eu leur opportunité, ou parce que le système est tellement mal fait. Il n'y a pas rien pour les U23, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de youth, il n'y a rien pour grandir. Puis un coup, tu finis l'université, il n'y a plus rien. Puis je trouve qu'il y a tellement de bonnes joueuses qui ont été perdues que ça met un peu turn-off, disons. Puis je dis ça, mais aussi, j'ai jamais eu l'opportunité. Je ne sais même pas si je suis dans le radar. J'ai aucune idée. Mais l'Italie, quand moi, j'écoutais la Coupe du Monde quand j'étais plus jeune, j'écoutais l'Italie. Puis ma famille, j'ai vraiment quand même une grande famille italienne. Puis, les euros, tout ça, c'est tout le temps été l'Italie. J'ai été, mon idole, c'est Gigi Buffon. C'est comme, je sais pas. Je suis absolument pas italien. J'ai aucun lien avec l'Italie. Mais je peux reconnaître leur hymne national. Il est magnifique. Quand tu l'entends, même moi, il me fait vibrer. Au Canada, je l'aime bien, je le connais, mais j'ai un petit penchant quand même pour l'hymne national italien. Exact. Puis l'équipe des femmes n'a jamais été une bonne équipe parce qu'en Italie, c'est vraiment un pays, comment on dit, vieux, comme on a des mentalités quand même très anciennes. Ils n'ont jamais mis l'argent dans le féminin. Et maintenant qu'ils commencent, c'est fou comment l'équipe puis la Ligue et juste la fédération grandit comme. Tu vois, dans les dernières années, l'équipe italienne féminine a vraiment comme explosé comme le talent. Ils font vraiment bien maintenant. Ils gagnent des matchs contre les meilleures équipes, les meilleurs pays dans le monde. Puis c'est vraiment un club qu'ils font juste comme aller en hauteur, ils font juste améliorer. Le projet est vraiment bien. Fait que, de jouer dans la Ligue ici, ça fait comme, je fais partie de ça. Ils veulent garder les choses ici. Sans que tu es rentré dans. Exact. Tu as attrapé la vague au bon moment. Est-ce que. Parce que j'ai eu. Je ne veux vraiment pas te mettre sur le spot. Hein, donc, si tu ne peux pas trop me répondre, tu me dis. Mais parce que j'ai parlé avec Natacha. J'ai parlé aussi. Je fais un podcast avec Asia Sidoum. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. Et on m'a dit que avec l'équipe nationale canadienne, qu'il y avait beaucoup de politique. En effet. On me l'a dit une fois, deux fois, j'ai laissé passer. Je me suis dit, OK, si tu le dis, je te crois sur parole. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui sens? Comme je te dis, là, tu marches sur des œufs. En fait, on va dire quand même on va être assez, comment qu'on dit en français, brutally honest. OK. Sois cash. Ouais, tu sais, s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne vas jamais avoir l'opportunité. S'il y a une personne qui ne t'aime pas dans le système québécois, t'es fini. En fait, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Puis c'est juste ça, tu sais, le système, pour jouer sur l'équipe nationale, on va dire, si tu n'es pas choisi du CNHP, tu ne seras jamais choisi après. À part Evelyne Viens, c'est un exemple, c'est un miracle qu'elle soit sortie, qu'elle soit rendue où ce qu'elle est. Parce que Evelyne Viens a fait tout ce que tu ne dois pas faire dans le soccer québécois et canadien, puis elle a réussi. C'est la seule qui ne l'a pas fait, qui l'a pas bien fait. Mais c'est vraiment la seule, puis c'est dommage parce que, tu sais, je sais pas, une personne ne t'aime pas, puis t'as plus l'option, là. Ouais. Est-ce que parce que le truc, c'est quand tu dis de la politique, je me dis, c'est un peu comme ça partout. Parce que je me dis même, tu prends par exemple l'équipe de France ici, OK, certaines décisions sont prises pour sélectionner certains joueurs, mais des fois, tu sens que je le prends pas parce que j'ai juste plus d'affection pour l'autre que je prends. Des fois, il y en a un, ça fait 3 mois qu'il joue pas avec son club. Olivier Giroud, il a eu des saisons où il jouait presque pas, toujours sélectionné. Alors qu'il y avait des attaquants à côté qui étaient actifs dans leur club. Donc, je me dis, la politique, j'ai l'impression que c'est plus la règle que l'exception. Par contre, là avec ce que tu me dis, je me dis que c'est peut-être différent avec le Canada. Est-ce que c'est le fait qu'il y a moins, qu'il n'y a pas de championnat professionnel au Canada? Donc, si par exemple, tu n'es pas sélectionné au CNHP, où est-ce que tu vas performer pour être bonne, pour potentiellement être sélectionné? Je me dis on ne va pas venir te voir jouer dans ton match de 3, tu vois. Non, mais c'est vrai. Il faut que tu trouves, on va dire, comme un peu Evelyne Viens, il faut que tu ailles dans la NCAA ou il faut que tu ailles dans la ligue universitaire, puis il faut que tu bats tous les records, il faut que tu sois vraiment une star pour qu'on te voie. Puis tu sais, Evelyne Viens, je le sais très bien que, tu sais, oui,
elle a fait tous les records et tout, puis oui, tu peux l'avoir, mais elle a aussi eu beaucoup d'aide en voulant dire que ses coachs écrivaient les coachs, ils connaissaient les coachs de Team Canada ou quelque chose du genre, puis ils écrivaient aux coachs. Ça a poussé pour on va dire, ouais, je vois. moi, ma coach de Colgate, elle écrit au coach de l'équipe nationale, ils vont dire c'est qui elle. Ouais, je vois. C'est qui ce coach? C'est comme il faut que tu aies une grande école. Tu ne peux pas aller à une école comme Colgate ou tu ne peux pas aller à une école comme Princeton ou Vanessa Grégoire, justement, que je disais. Je me rappelle, on était à championnat canadien quand on était plus jeune, je pense que c'était en U16. Puis le coach de l'équipe nationale, John Herdman, lui avait dit toi, tu vas être la capitaine de l'équipe nationale plus tard. Puis elle a décidé d'aller à Princeton parce que c'est quelqu'un qui, pour elle, l'école, c'est quand même c'est vraiment très important. Elle voulait être médecin et tout. Puis elle a choisi une école qui est bonne académiquement. Puis ils l'ont coupé de l'équipe nationale parce qu'elle n'est pas allée. Une des raisons, c'était parce qu'elle n'est pas allée dans des top 10 schools. Ah, je vois. OK, je vois. OK. Tu sais, juste dire Princeton, une des 4 années qui était là, c'est rendu au Final 8 de la NCAA. Tu sais, comme juste pour dire, comme c'est tellement. Ils veulent que tu ailles à un top school, puis si tu ne veux pas un top school, ben, tu es encore une fois perdu dans le système. Parce que comme. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas à un top school, que tu ne performes pas, que tu ne fais pas bien, que. En tout cas. Ouais. On s'éloigne de ce qui devrait être le plus important, ou du moins ce qui devrait être dans les top priorités des performances. Normalement. Exact. OK. Ici, on va dire, on compare le Canada aux États-Unis ou même ici. Ici, en Italie, j'ai réalisé, même l'équipe nationale les États-Unis, ils ont une équipe nationale à tous les ans. Ils voient vraiment tout le monde. Tandis que nous, c'est vraiment divisé U17, U20, senior. Ouais. OK. Et c'est tout ça qui t'a un peu blasé, dégoûté du système canadien, et c'est ça qui t'a poussé un peu par l'amour de l'Italie, fait que aujourd'hui, c'est ça ton objectif. Oui, exact. Mon objectif, c'est vraiment de jouer pour l'équipe de l'Italie. Puis, c'est ça, on verra. Là, en ce moment, j'ai une autre opportunité, pas pour l'équipe de soccer à 11, mais j'ai une autre opportunité en Italie. OK. Donc, on va voir dans les prochains jours. OK. Et si on termine avec là où tu en es aujourd'hui, ton ambition. Ouais, tu nous en as quand même parlé. Je pense que la sélection italienne, c'est un objectif pour toi encore aujourd'hui. Si on parle plus au niveau club. Oui, c'est sûr que l'équipe nationale, oui, ça va toujours être mon objectif, c'est de qui ne veut pas jouer Coupe du monde olympique. C'est clair. C'est ça. Sauf que, c'est sûr que mon objectif, pour moi, c'est d'avoir une carrière dans le foot, de vraiment, d'être stable, de jouer plusieurs années, d'être dans un grand club. Je veux vraiment, je trouve qu'en ce moment, c'est le début de ma carrière, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, je veux vraiment jouer dans un grand club. Je veux aller à la Champions League. Je veux être partante, je veux jouer. Je veux mon opportunité de me prouver. Puis on dirait, je le sais que j'ai tant de potentiel, puis j'ai le potentiel de bien faire, mais je sais pas, toujours la petite crainte de ne pas se rendre à son full potential. Et comme, je le sais que je peux et je veux pas avoir de regrets. Là. Je veux vraiment me donner à fond et aller le plus loin possible. Je veux vraiment être une des meilleures. Puis, je veux jouer, c'est ça. Je veux jouer dans la Champions League. Je veux jouer, je veux m'améliorer. Et je te pose la question, pour atteindre ça, est-ce que peut-être quitter l'Italie, peut-être passer dans un niveau inférieur? Est-ce que c'est des choses que tu es prête à faire? Ou avec l'entourage que tu as, avec les agents que tu as, tu penses que tu es assez bien entouré pour réussir à rester dans les top flights et trouver une bonne opportunité où tu vas pouvoir jouer? Parce que je pense que petit à petit, je pense que ça va monter un peu dans tes exigences les plus importantes, c'est d'arriver en tant que numéro 1 versus sur le banc toute l'année. Oui. Non, j'ai pensé beaucoup, est-ce que c'est mieux d'aller, on va dire, une année en Division 2 ici en Italie ou en Espagne, de jouer, de me prouver et de remonter. C'est sûr que c'est une possibilité, je ne ferme pas la porte à ça non plus parce que, en fait, j'ai juste besoin de minutes, là, j'ai besoin de me prouver. Puis si c'est ça que je vais faire, aller aider une équipe en Division 2 de remonter en Division 1, même en France, les équipes en Division 2 sont très bonnes là, pour les femmes, des bonnes ligues en Division 2.
Sauf que, justement, j'en parlais à mon coach de gardien de but puis à mon agent hier et aujourd'hui. Puis, tu sais, eux, ils trouvent que c'est comme pas une option pour eux. Tu sais, comme je disais à mon coach de gardien de but que, tu sais, pour l'année prochaine, il y a des offres ou il y a des options à l'extérieur de l'Italie. Puis lui, il me disait, mais pourquoi tu voudrais aller à l'extérieur de l'Italie? Tu sais, comme ton rêve, c'est d'être ici. Puis, tu sais, comme avec ce qui s'en vient, là, que je ne peux pas parler, il doit être en Italie. Tu sais, comme idéalement, tu dois être en Italie. Puis, tu sais, tu peux vraiment performer puis bien faire ici. Fait que pourquoi tu irais ailleurs? Tu sais, j'ai des contacts, j'ai des équipes qui sont intéressées ici en Division 1. Puis mon agent me dit un peu la même chose que lui, il pense que si c'est pas en Italie, ça va être en Espagne ou dans d'autres ligues en Division 1. Mais c'est sûr que pour moi, c'est pas une option qui est impossible. J'ai vraiment juste besoin de jouer puis d'improver puis que quelqu'un me donne ma chance. Fait que si c'est en Division 2, ça sera en Division 2. Mais je vais revenir après. OK. Ah ouais. OK. C'est comme, I'll make you realize that you fucked up.